12 septembre 2020, cinquième vidéo de la série Symfony, Data Fixtures pour notre entité article. Donc là, dans la dernière vidéo, on avait créé une base de données SQLite, donc qui était dans le namespace var data. Donc moi, elle s'appelait API skeleton.db ici. On l'avait configuré du coup dans le fichier .env.local en commentant la base de données MySQL et du coup en ajoutant cette variable d'environnement. Là on va faire l'inverse, hop, on commente la variable d'environnement pour SQLite et on décommente celle pour MySQL, ok? Mais c'est pas tout, il va nous falloir aller du coup modifier notre fichier .env.local.php. Et pour ce faire, composer dump env dev. Hop, on repasse du coup sur MySQL. Nickel. Petit point après que je veux aborder avant la suite des choses, c'est tout simplement mon bug cérébral que j'ai eu vis-à-vis du typage là de mes datetime. Il suffisait tout simplement que je descende en bas et tu vois dans nos getters et setters, tu as le typage que Symfony fournit en retour ici. Et donc voilà, j'avais tout simplement datetime interface ici et datetime immutable ici. Donc là, si tu ne l'as pas fait, du coup, ici j'avais mis datetime, donc tu mets datetime interface. Hop, on ferme cela, je veux dire. On réduit var, c'est bon, data, enfin la base de données SQLite, on peut la laisser là, elle dérange personne. Je vais réduire le dossier SRC. Et donc, on a vu également, hop, tac, Symfony console. On a vu également, hop, c'est où? Doctrine, query SQL, donc comment lancer une requête SQL via la CLI Symfony. On peut bien sûr, bien évidemment, le lancer via une connexion à MySQL, tout simplement. D'ailleurs, je vais en faire une là. Tac. Voilà. Donc on peut très bien lancer les commandes via le terminal ici, pour la base de données. Mais bon, il s'avère que c'est pas folichon, hein. Et on va du coup se faciliter grandement la vie avec les fixtures, les data fixtures. Donc pour commencer, il nous faut les installer. Ici, tu vas dans la doc, Doctrine Fixtures Bundle, tu vois ici la ligne avec composer sans raccourci, c'est-à-dire sans alias, et ici, ils nous mettent une ligne avec alias, et en plus, ils ont raccourci le require, ils ont mis rec. Parfait, c'est ce que j'allais écrire, donc je vais juste copier ça. Je viens là, et je tape composer rec, le flag dev, parce qu'on va se servir des fixtures qu'en développement. Je lance la commande. Tac. Donc là, il nous installe également une dépendance data fixtures. Si on vient voir du coup, hop, c'est fixtures. On va voir les package details et on voit en effet ici qu'il nécessite la dépendance data fixtures et on ne l'avait pas. Voilà pourquoi il l'a installé. Donc là, il nous a exécuté la recette. Ok, merci Maïté. On vient voir dans config, bundles, et là, on a une nouvelle ligne. Donc, Doctrine Fixtures Bundle, il nous l'a activé pour l'environnement de dev, ainsi que pour l'environnement de test. Donc à savoir que si jamais tu veux faire des tests, le fichier .env.local ne sera pas pris en compte. Donc là, ces variables d'environnement là ne fonctionneront pas pour les tests. Et si du coup tu veux un fichier local de test, il faudra du coup créer un fichier .env.test.local dans lequel tu mettras tes fameuses variables d'environnement et du coup git ignore, donc il ne sera pas commit. Parce que ici tu vois qu'il y a l'étoile, donc le .env.test.local ne sera pas commit. Ok? Donc important quand même de savoir ça. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a?
src, on a un dossier datafixtures qui a été créé avec un fichier app.fixture. Dans ce fichier app.fixture, qui extends de fixture, on a une méthode ici, load, qui fait appel à l'Object Manager. Il faut savoir que l'Object Manager, depuis Symfony 4.4 je crois, est déprécié, et maintenant il faut utiliser Entity Manager Interface. À savoir que Entity Manager Interface était là depuis un moment déjà. Mais voilà, il ne faut utiliser plus que Entity Manager Interface. Cette méthode là, donc tu ne pourras pas la modifier parce qu'elle est définie dans une interface. Et donc tu ne pourras pas modifier cette méthode. Il faut bien qu'elle ait Object Manager et c'est tout. Ok ? Ici on a un exemple, product égale new product, et ici on a persist. Donc persist, à quoi ça sert ? Persist, en fait, ça sert à mettre en mémoire les différentes instances qui ont été nouvellement créées. C'est-à-dire qu'ici, tu crées une nouvelle instance de product, tu la mets en mémoire avec persist, dans une queue, et ensuite, flush va exécuter les requêtes SQL correspondantes. Ok ? Si tu ne mets pas persist alors que tu fais un new product, tout simplement, il ne se passera rien du tout en base de données. Pareil, si tu ne mets pas flush et que tu mets persist, il ne se passera rien du tout en base de données. Par contre, si tu as déjà un objet existant, donc qui est déjà présent en base de données, et par exemple que tu le récupères via une requête dans le repository article repository, enfin via le repository article repository, tu n'auras pas besoin de persister quelconque changement. L'objet existe déjà, il est déjà managé par le manager. Donc, du coup, tu n'auras pas besoin de persist. Ça, faut bien que ça rentre dans la tête, parce que si tu ne persistes pas ton instance, ça ne va pas être présent en base de données, ok? Donc maintenant qu'on a dit ça, on va se faire un petit truc tout simple. Donc déjà, moi, ce que je vais faire ici, je vais déclarer une propriété, donc Object Manager, ok? Ici, du coup, ça va faire 10 manager égale manager. Boum, ok. Maintenant, on va faire un article. New article. Tac. Ici, bien penser à importer. Donc, import class, ctrl alt i, ok. Sous VS Code. Ensuite, article, du coup, on va set ces différents champs qui sont non nullables, donc set title, article 1, ici les méthodes fluent, hein, donc set content, hello world, set slug, article 1, tac. Set created at, donc c'est un new datetime immutable. On va lui mettre la date d'aujourd'hui. Et je sais pas quelle heure il est. Il est 15h, bah nickel, tout pile. 15:00. Ok. Et enfin ici, la dernière propriété non nullable, set is published. On va lui mettre à false par défaut. On ne publie pas, on crée juste. Donc là, en l'état actuel, donc c'est bien, on a créé un article, tout ça, mais du coup, à partir du moment que tu as le mot new devant une entité ici, il te faut du coup persister, donc this manager persiste, et là tu lui passes ton instance article. Et du coup, this manager flush. Donc là, tu lui dis d'exécuter du coup les requêtes. Alors, là, en tant que tel, si on lance la migration, on devrait avoir du coup une entrée en base de données avec un titre article 1, un content hello world, un slug article 1, un objet datetime immutable, donc la date d'aujourd'hui 15h, et une propriété isPublished à false,
Et enfin, donc, Published at et Edited at, je crois que j'ai appelé. Published, ouais, Edited at, c'est bien ça. Qui seront du coup nuls, ok? Donc là, j'ouvre du coup le terminal. Symfony, console. On vient voir Doctrine, parce que c'est Doctrine. Fixtures, load, data fixtures to your database. Donc en fait, ça va prendre en compte tous tes fichiers fixtures, ok? Pas un seul, mais tous tes fichiers fixtures si tu lances cette commande. Ici, on va en profiter déjà pour renommer ça article fixtures. Tac. Et donc, bah, on va le faire, cette commande. Donc, tac, tac. Symfony, console, doctrine. Attends, je vais te montrer. Je vais le refaire Symfony console, excuse-moi. Tac. On revient là, donc. Là, tu peux voir, donc, doctrine ensure, doctrine fixtures, et après, ça passe à doctrine mapping. Donc, en fait, ici, tu peux lancer le raccourci DFL. Comme ça, c'est plus court. Donc, ça, bien à retenir. Par exemple, où est-ce que... Voilà. Par exemple, là, pour les cache clear, tu peux pas faire doctrine CC. Quoique si. Quoique si, normalement, tu peux faire ça. Il va prendre le premier. Ah non, oui, d'accord, oui, non. Là, c'est Symfony cache clear, autant pour moi. Donc, ouais, non, sinon, voilà, doctrine cache clear. Par exemple, tu voudrais taper DCC. Ça ne fonctionnerait pas parce qu'ici, il y aurait conflit. Il ne saurait pas laquelle commande prendre. Mais ici, DFL, il sait qu'il peut lancer celle-là sans souci. Hein. Donc du coup, je reprends Symfony console DFL. Je lance ça en tant que tel. Il me dit, attention mon gars, tu vas purger la database, est-ce que t'es sûr? Bon bah ouais, je suis sûr, j'ai rien dedans. Hop, il a purgé la database, ok. Je vais avoir MySQL, je fais use API skeleton. Et je vais dire select all from articles et je mets le G, pas le point virgule, histoire de voir ça en colonne. Bim. Et là, donc, je vois bien un article, article 1, et lower, ok. Maintenant, si je reviens dans mon PowerShell et que je relance à nouveau cette commande, DFL, hein, tel quel, tac, yes, mince, qu'est-ce qu'il m'a fait? Attends, ben là je refais et je vais mettre le flag no interaction, comme ça il va pas me demander, ça m'évitera de faire une bêtise du genre, j'ai mis test au lieu de yes. Donc je fais ça, il m'a bien purgé la database, il m'a lancé la fixture. Je viens ici, je fais select article, enfin select all from articles, et là, qu'est-ce que tu vois? Je n'ai qu'un article, par contre, l'ID c'est le 2. Donc là, quand tu lances plein de fixtures de la sorte, le problème, c'est qu'après, tu te retrouves avec un ID qui commence à partir loin, quoi. Et dans tes tests, ça peut être chiant. Donc, du coup, on va voir les différentes options que tu peux lui passer. Donc ici, on va lui mettre le flag help. On vient voir. Et on voit qu'on peut lui mettre un flag append. Donc, append, ça va te permettre, du coup, de rajouter des données à la base de données sans la purger. Tu as purge with truncate, donc là comme son nom l'indique, ça va purger et en plus ça va te remettre les identifiants à 0 quoi. Enfin en gros ça va repartir de 1. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Et enfin ici tu peux lancer des fixtures, soit une fixture seule, soit un groupe de fixtures. Donc ça, quand on a plein, là on en a qu'une, c'est pas un problème, mais quand on a plein qui sont indépendantes les unes des autres et que tu vas en lancer qu'une seule, eh bien, du coup, c'est bien utile de pouvoir lancer uniquement celle que tu veux ou le groupe de fixtures que tu veux, ok? Donc là, on va lancer ce flag-là. Hop, purge with truncate, no interaction.
Donc là, il nous a purgé la database, il nous a lancé la fixture, je relance select all from articles, et là, tu vois que cette fois-ci, on commence bien à l'ID 1, alors que si on n'avait pas mis ça, on serait, t'as compris, à l'ID 2. L'ID 3, excuse-moi. Donc, ceci, on a vu cela. Je vais te faire la dernière, donc, avec append. Mince. Tac. Donc, j'ai dit avec append. Bon, attends. No interaction. Normalement, je le mets en premier. Et ensuite, je mets les autres. Donc, append. Là, comme tu peux voir, cette fois-ci, il ne t'a pas mis la ligne purge database. Il t'a juste mis le heading. Bah oui, en effet, il n'a pas purgé la base de données, là. Donc, si je refais select all, eh bien, tu vois bien, ici. Donc, tu avais ton article avec l'ID 1. Et là, tu as ton second article avec l'ID 2. Donc, il te l'a rajouté à la suite. Donc, certes, c'est le même article ici. Il est dupliqué. Mais il t'a bien mis ça à l'ID 2. Il ne t'a pas écrasé ce qu'il y a déjà en database. Hein. Donc, nickel chrome. Hop, on revient là. On a vu maintenant comment fonctionnaient les différentes commandes. Donc, ce qu'on va se faire, on va commencer par se faire donc une petite boucle. Et on va extraire la logique ici et se le mettre dans une fonction, une méthode privée. Private function. On va l'appeler comment? Generate articles. Donc ça va prendre ici en argument, en paramètre ici, on va lui mettre le paramètre, ça va être un number qui sera donc un int. Et cette méthode ne retournera rien, donc void. Ici, je vais venir copier tout ça. Et on va donc se faire une petite boucle for i égale 0. I est inférieur à number qu'on passera en argument. Et i plus plus. Hop. Tac. Tac. Ok. Donc là, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici remplacer, on va interpoler i, ici également. Là pour l'instant, on va laisser ainsi. On va créer une méthode après pour créer un datetime immutable entre deux dates, ok? Donc que ça soit aléatoire. Donc là, ok, donc le persiste dans la boucle, mais jamais le manager dedans, enfin jamais le flush dedans. Hein. Vraiment, le persiste, parce qu'à chaque fois, tu vas persister la nouvelle instance que tu auras créée dans la boucle, à chaque fois, à chaque tour de boucle. Mais le flush, lui, il est bien en dehors de la boucle, attention à ça. Hein. Et ici, du coup, on va appeler this generate articles, et on va lui dire qu'on veut en générer 6. Ok ? Donc là, ok avec ça, tac tac tac, on va le relancer. Hop. DFL, et on va mettre, ouais, purge with truncate. Tac. Donc, on devrait avoir du coup 6 articles en base de données. Ok. On va venir là, et on lance select all from articles. Boom. Et c'est bien le cas. On a un ID 6 ici. Et ça commence ici avec l'ID 1, nickel chrome. Donc là maintenant, on voit comment, via une simple boucle, on peut du coup insérer plusieurs articles. Ok, c'est cool. Mais le souci ici, c'est que déjà dans un premier temps, on leur met le même datetime immutable, toujours la même valeur. Moi ça me plaît pas trop, j'ai envie de créer du coup une méthode qui va du coup nous générer tout ça. Donc du coup, je viens là, private function
et je vais l'appeler generate random date between range. Donc, comme son nom l'indique, on va générer une date aléatoire en fonction d'un rang, quoi. Enfin, comment on dit ça, range en français? Entre deux valeurs, quoi. Donc ici, on va lui passer une string qui sera donc une variable start et une string qui sera une variable end ici. Cette méthode nous retournera un array parce que on va vouloir retourner à la fois un objet datetime immutable ainsi que une date pour pouvoir la concaténer, enfin l'interpoler ici, ok, dans le slug, pour avoir un pseudo caractère unique. Ça déjà, ça réduira les possibles conflits, ok. Donc, on va commencer par faire start date timestamp. Donc là, je vais le faire d'une façon. Et après, je sais pas si c'est dans cette vidéo que je vais le faire ou dans une autre, peut-être dans celle-ci. On fera une installation d'un paquet donc, qui s'appelle phpStan, qui est un analyseur de code statique. Excuse-moi, je bois. Et donc, un analyseur de code statique qui nous permettra de détecter les éventuelles erreurs que l'on pourrait retrouver lors de tests, par exemple. Donc, là, je vais faire donc une première méthode ici qui va parfaitement bien fonctionner, hein, mais on verra par la suite que c'est améliorable. Donc, ici, je vais faire appel à datetime et méthode statique create from format. Parce qu'en fait, ici, j'ai envie de pouvoir lui spécifier une date sous le format suivant, là. Ainsi, là, je sais pas, on est le 12, là, 12/09/2020. J'ai envie de les mettre comme ça, moi, les dates. J'ai pas envie de m'embêter à mettre des dates au format anglais, ok? Donc, du coup, datetime create for format, ok? From format, excuse-moi. Donc ici, il va falloir lui spécifier le format d'entrée, donc ce que tu vas lui passer. Donc ça va être sous ce format-là, et ici, ça va être start. Ensuite, j'ai dit donc ici que je veux un date timestamp. Je vais y arriver. Donc du coup, je vais faire donc un get timestamp. Je vais obtenir le timestamp en fonction de la date que j'aurai fournie ici. Ok. Ensuite, je vais faire un end date. Bah attends, je vais recopier ça. Hop. Et là, ça va pas être start, mais ça va être end. Donc du coup, j'obtiens un timestamp de départ, un timestamp de fin, ok? Donc là, des numériques, hein, des int. Et du coup, hop, je vais pouvoir ici, du coup, faire random timestamp. Cela, c'est random timestamp, c'est pas random date timestamp. Ça va être égal à mtround, donc qui prend une valeur minimum, une valeur maximum, et qui va te retourner quelque chose entre ces deux valeurs. Donc du coup, je t'ai dit qu'il y avait deux int, donc du coup, je vais lui filer start date timestamp et end date. Ah mince, hop, j'ai oublié de renommer là. Je me disais, il n'y a pas d'autocomplétion, c'est bizarre. End date timestamp. Hop là. Donc maintenant, grâce à ce random set timestamp là, random timestamp, qu'est-ce que je dis là? Je vais pouvoir créer un objet datetime immutable. Donc datetime immutable qui va être égal à new datetime immutable. Et je vais du coup appliquer la méthode setTimestamp ici et je vais lui filer mon random timestamp. Hop là, tout simplement. Donc là, j'obtiens un objet datetime immutable
qui est complètement aléatoire ici. Maintenant, je vais return un array, donc comme ça la signature là, voilà, elle est contente, ça me fait plus d'erreur, donc là on n'oublie pas le point virgule. Et du coup ici je vais avoir un date object qui sera donc datetime immutable et je vais avoir un date string qui sera donc datetime immutable, sa méthode format, et du coup je le veux sous la forme jour, mois, année, mais avec des tirets, vu que je vais mettre ça dans le slug. Donc là, nickel chrome. On a donc ainsi, quand on appelle cette méthode avec une date en entrée, une date en sortie, on va donc avoir un tableau ici, ok? Donc, je vais maintenant faire appel à cette méthode ici. Je vais faire un petit destructuring. Donc c'est date object je vais faire un saut de ligne là. Hop. Et là date string. Et ceci, on va faire appel à this generate random date between range, et je vais lui spécifier comme première date le 1er janvier 2020 et la seconde je vais lui spécifier la date d'aujourd'hui, et voilà, pouf. Donc maintenant j'ai un date object et un date string. Donc maintenant au lieu de mettre ceci, je peux mettre ceci, hop, donc ça va me créer une date, un objet datetime aléatoire, et ici je vais venir interpoler date string. Hop là, nickel chrome. Donc voilà pour ça, et on va donc lancer notre fixture pour voir déjà si c'est fonctionnel à ce niveau là. Donc hop, nickel, je lance cette commande, donc il a purgé la database, il me l'a lancé, je vais avoir MySQL, je relance select all from articles, boum, je viens à mon article 1, donc je vois ici 22 juillet 2020, on le retrouve ici dans le slug, hein. Donc par contre en format français, je descends, 12 juin 2020, on le retrouve là, 3 avril 2020, on le retrouve là, 12 août 2020, on le retrouve là, 14 mai 2020 et 29 août 2020. Nickel chrome, ça fonctionne à la perfection, ma petite fonctionnalité ici. Donc je te spoil un peu, mais pour la suite, on va utiliser une librairie qui s'appelle Faker, mais j'ai fait ceci parce que Faker te génère des datetime et non pas des datetime immutable. Donc moi, j'en avais besoin ici pour ma propriété created@ qui attend un datetime immutable, ok? Donc, Faker. On va se fermer ça, hop, on vient ici, Faker. Pour l'installer, il va nous falloir taper cette ligne. Enfin, attends, je vais le taper à la main, moi. Donc, je vais fermer ça. Hop, CLS. Donc, composer, require, enfin, rec, le flag dev, et f, zani, noto, faker. Hop, il va nous installer cette librairie. Ok, nickel. Donc, fais ton cache clear, hop, parfait. On peut voir du coup là qu'il y a pas mal de méthodes en fait pour générer des fausses données, donc qui représentent plus des vraies fausses données. Bon, après c'est du, par exemple c'est du lorem ipsum, mais là tu peux générer des noms-prénoms par exemple si t'as un utilisateur. Tu peux générer des choses random, donc tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec Faker. C'est une librairie qui est très connue dans le monde PHP, sachant que tu as la même chose en JS avec Chance et compagnie, quoi.
Tu le retrouves, ce genre de librairie, sur plein de langages. Et donc, on a fait ceci. On va pouvoir l'utiliser. Tac, je vais fermer ça. Je reviens dans Article Fixtures. Ici, je vais me créer... attends, je vais me remonter moi dans mon code. Tac. Je vais me créer ici une propriété privée ici qui va être typée de la sorte faker generator et donc faker. Ici, hop, je vais faire 10 faker égale du coup factory create. Factory, il va falloir bien évidemment importer la classe. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. Sauf ici, il n'est pas content. Pourquoi? Ah oui, d'accord, déclaré mais jamais utilisé. Bon, c'est pas un problème ça. On va l'utiliser, t'inquiète pas. Et donc, maintenant qu'on a ceci, on va pouvoir du coup, grâce à Faker, pouvoir générer des... comment dire? Des jeux de fausses données, quoi. Donc là, set title, je vais pouvoir faire appel à 10 faker, et ici, je vais utiliser sentence. Hop. Sentence, du coup, si on vient voir, ici, sentence, du coup, ça va me créer un nombre, enfin, une phrase avec 6 mots, par exemple, ici, de base. Donc tu peux spécifier, hein, le nombre de mots que tu veux, mais ici, c'est 6. Content, je vais utiliser, hop, je copie ça. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai copié, ça me fait pas gagner vraiment de temps. Et ici, je vais utiliser paragraphe pour le content. Là, pour l'instant, le slug, le problème, c'est qu'on... Bah attends. Je vais me stocker ça. Title. Je vais me stocker ça à la place. Je vais mettre title là-dedans. Tac, tac. Ensuite, le slug, du coup, eh bien... slug... On va le laisser comme ça pour l'instant parce que je vais utiliser une autre librairie pour le slug. Enfin, je vais utiliser un composant de Symfony pour le slug. Donc on va le laisser comme ça. Et puis voilà. Donc là, on a juste remplacé le titre et le contenu. Ok? Donc là, maintenant, je refais une purge truncate là. Je relance la fixture. Je viens voir mes articles. Et là, du coup, j'ai toujours mes 6 articles. Et tu vois que le title, c'est du lorem ipsum, le contenu également. Par contre, ce slug, il ne correspond pas à mon title. Donc là, maintenant, on va faire appel à un composant. Donc, hop. Je vais faire mes flex. String. Donc, au composant string. Ici, je vais faire cls composer rec string. Ok. Hop, je reviens là. Et là, je vais utiliser donc le constructeur pour faire appel à un service. Donc public function construct. Et là, je vais appeler slugger interface. Et je vais nommer ça slugger. Donc ici, je vais me créer une propriété slugger interface slugger. Ici, je vais dire donc 10 slugger égale slugger. Ok? Qu'est-ce qui se passe lui ici là? Bah si, pourtant c'est ça. Hein.
C'est Faker Generator, donc c'est quoi ton problème là? Bref, on va laisser ainsi, parce que c'est bien ça, hein. Donc, tac, tac, tac. Et ici, le title, du coup, ce que je vais faire... c'est que je vais utiliser Slugger. Donc, j'ai mon title là, et du coup, Slug. Je vais faire appel à 10 Slugger, Slug. Ici, ce que je vais faire, c'est que le title, au cas où, s'il y a des majuscules, je vais tout mettre en minuscules. Donc str to lower. Je vais lui filer title. Et je vais concaténer, donc comme j'avais fait avec mon date string. Donc ici, je vais mettre un tiret. Et ici, je vais mettre date string. Hop là. Donc maintenant, je peux remplacer ceci par slug. Ok? Donc nickel chrome. Maintenant, je vais pouvoir relancer ma fixture. Hop, ceci. Et donc là, il me dit que je peux pas utiliser Slugger parce que je dois avoir installé Symfony Translation. Ok, pas de souci. Donc si on vient voir ici qu'on tape Translation, on voit que l'on peut taper l'alias uniquement Translation. C'est ce qu'on va faire. Donc Composer rec. Oh, attends, un petit céleste. Donc Composer rec Translation. Donc là, il nous installe Translation et Translation Contracts. Ok? Il nous a exécuté une recette. Et si on vient voir du coup ce qui s'est passé dans Config, Package, maintenant tu as un nouveau fichier de configuration pour les translations. Ici, la default locale, ils te le mettent en EN de base. Moi, je vais mettre FR, ok? Et on voit que le default path pour les translations, c'est dans le dossier Translation. Donc, on va descendre en bas. Et on voit en effet qu'on a un dossier Translations. Donc, c'est là-dedans que figureront nos fichiers de traduction, ok? Donc ça, on le verra bien plus tard, dans une vidéo bien plus tard, c'est pas pour l'instant. Mais on était obligé d'installer cette comment dire, cette dépendance, enfin cette librairie, ce bundle, pour pouvoir utiliser le Slugger, ok? C'était une obligation, on n'avait pas le choix. Donc du coup, ici, on revient lancer donc Purge with Truncate. Tac. Fermer tous mes PowerShell là, hop. Je reviens dans MySQL, je refais Select All from Article, et là, par exemple, si je regarde le dernier article, je vois que mon title c'est Debitis ut Ahmed blablabla, et là je viens avoir mon slug, et boum. Et ici on voit, donc concaténer ici, le tiret et la date du jour. Enfin, pas la date du jour, excuse-moi, la date de création. Qui est celle-ci. Hein. Donc, en fait, le slug va te virer tous les espaces, tous les caractères tous les caractères spéciaux, et du coup, il va te relier tes mots par des tirets. Et moi, j'ai fait un str to lower, donc du coup, j'ai tout mis en minuscule. Sinon, ben, le D là, il serait en majuscule ici, quoi. Donc, nickel chrome pour ça. Hop, hop. Donc là, on est ok vis-à-vis de ça. Je vais regarder un peu ce que j'ai fait par rapport à ma ligne de... histoire de tenir ma ligne de... une ligne guide, quoi. Je trouve pas mes mots. Et donc, on est ok vis-à-vis de notre entité article, là. Enfin, je veux dire, la fixtures pour notre entité article. Ok. Donc là, ce qu'on va se faire, à la rigueur... Mais là, ça me dérange, ça, qui...
Normalement, c'est bon, ça. Hein. Générateur. Générateur. Il y a un blême, là. Normalement, c'est ça. Si je me mets ici... Non, ça change rien, quoi. Ah, c'est agaçant, là. Bref, je vais laisser ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer donc PHPStan, un analyseur de code statique. Je vais fermer ça. Ouais, toujours le souci. Bon. Donc, on va installer PHPStan. Donc, je me rends sur la doc de PHPStan. Et ici, on voit la commande à lancer. Donc, je vais venir la copier. Tac. Hop. Allez, installe-moi ça. Ok. Tac. Et du coup, first run, analyse SRC. Le niveau... Attends, mais je vais copier ça. Hop. Et le niveau... Ok. Donc, -L ou -level. Et le niveau. Donc, il faut savoir qu'il y a 8 niveaux avec PHPStan. Il analyse, du coup... Avec niveau 8, c'est le niveau le plus strict. C'est-à-dire qu'il va vraiment être chiant avec toi pour que tu règles les éventuels soucis que lui, il soulève. Ça veut pas forcément dire que parce qu'il soulève un truc, notamment au niveau 8, que ton code n'est pas fonctionnel et mauvais. C'est pas ça. C'est juste qu'en gros, il te proposerait des pistes d'amélioration, quoi. Mais, donc du coup, on va taper la commande ici et ici. Donc je vais virer test. Moi, je veux checker tout ce qu'il y a dans SRC. Je vais mettre le flag level. Je vais mettre level 8 au maximum. Et je lance la commande. Il analyse. Et là, il me trouve 6 erreurs, par exemple. Donc, dans l'entité article... Property app published at datetime immutable does not accept datetime immutable ou nul. Ok, et edited at également. Donc on va aller vérifier ça. Hop. Et en effet, ici c'est nullable. Donc ici, il nous faut mettre le petit point d'interrogation devant. Donc si on ne l'avait pas fait, on aurait eu une erreur à un moment ou à un autre. Donc, on va relancer. Mince. Tac. On relance, on a corrigé ça. Et maintenant, on a 4 erreurs au lieu de 6. Ok. Donc maintenant, nos erreurs se situent dans Article Fixtures. Et donc, alors, load has no return type int specified. Ok. Donc on va corriger ça. Donc il nous dit que la méthode load n'a pas de retour. Le retour n'est pas type inté. Donc on va venir là et on retourne rien. Hein. Donc void. Ok. Donc là on a 4 erreurs. Je relance l'analyseur. On passe à 3 erreurs. Nickel. On commence déjà à en supprimer. Ensuite, il nous dit méthode app data fixtures, article fixtures, nanana, return type as no value, type specified, initerable, type array, blablabla. Ok, donc ça, on va s'en charger. Donc il me parle de cette fonction là, enfin cette méthode, et il me dit que je retourne un array, mais c'est pas typé ce qu'il y a dedans. Donc ok, ce qu'on va faire, c'est qu'ici on va faire un PHP doc. Et je vais regarder ce que j'ai mis moi comme doc, paf. Allez, donc je vais mettre la même chose que j'ai fait que ce que j'ai préparé. Donc generate random date time immutable object and related date string
between a start date and an end date. Donc ça, c'est la description. Maintenant, quand tu viens survoler ici, tu vois du coup le message s'afficher. Ok? Donc ça, merci phpdoc. Ici, ouais, on n'a rien créé d'autre par exemple. Bon, c'est pas grave. Donc ici, start, je vais lui mettre date with format. Donc du coup, c'est DMY. Et là, exactement la même chose pour end. Tac. Donc en fait, quand tu viens là, tu vois que le paramètre start, ça doit être une date, date string. Ouais, il n'y avait pas besoin parce que c'est déjà typé string, bref. Date string with format DMY avec les slash, ok? Et là, return array, donc là, c'est là que là, il nous pose problème. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes deux valeurs, dateObject et dateString. Et dateObject, c'est quoi? C'est un datetime immutable. Et dateString, c'est un string. Et ici, je vais dire que la string, c'est au format DMY pour le retour. Ok? Donc maintenant, si je survole, je vois return array dateObject qui est un datetime immutable et dateString qui est une string. Et du coup, la string, ben, c'est sous le format DMY. Ok. Donc maintenant, je vais relancer phpStan. Donc, tac, tac. Tac, terminal, ok. Ça, tac. Donc j'avais 3 erreurs. Je relance phpStan. Et boum, j'ai plus que 2 erreurs. Donc tu vois, au fur et à mesure, en fait, phpStan nous informe des choses et on corrige les erreurs. Donc là, il me dit que lignes 68 et 70, donc ici, j'appelle une méthode getTimestamp sur soit un datetime, soit null, soit false, excuse-moi. Et donc ça, c'est tout à fait normal qu'ils nous mettent ça, parce qu'en fait, si jamais ta méthode ici, ta méthode statique createFromFormat, tu lui files en paramètre, en argument ici, que tu lui files n'importe quoi, eh bien ça va te retourner false. Et du coup, tu vas vouloir appeler getTimestamp sur false. Alors qu'en soi, là, t'as vu, j'ai lancé la fixture, il n'y a aucun problème, hein, c'est rentré en base de données et tout. Mais là, si tu fais des tests, ben, ça te pètera à la tronche. Donc là, déjà, phpStan te permet déjà en avance de t'informer des éventuels problèmes. Et je t'avais déjà dit qu'on allait avoir un souci avec phpStan vis-à-vis de ça, quand j'ai commencé à écrire cette méthode. Et du coup, on va corriger ceci, ok? Donc là, je vais garder ça en commentaire, histoire que tu vois la différence, que tu comprennes ce qui se passe. Du coup, ben, ça aussi. Hein. Bah attends, je vais tout mettre en commentaire là. Je vais me garder ça, pour l'instant il va gueuler, mais... Et donc, je vais commencer avec un start date. On peut l'appeler start date object, mais bon, bref. Je vais l'appeler start date. Donc ici, je vais prendre ceci. Hop là. Ensuite, je vais reprendre ça. Je vais le copier comme tout à l'heure. End date. Et ici, c'était end. Ok? Là, la nuance, c'est qu'on a dit que soit ça te retourne un objet datetime, soit false. Donc du coup, on va faire if start date. Donc il est où? Start date ou end date. Donc si start date ou end date sont équivalents à false ou une valeur falsy, eh bien du coup on va throw une exception. Donc throw new, et ici ça va être une HTTP exception. Hop, on va lui spécifier du coup le code de statut, donc ça va être un code de statut 400.
Et on va lui mettre un message. La date saisie doit être sous le format DMY pour les deux dates. Ici, le petit point virgule. Donc là, si jamais cette méthode-là nous retourne false ou celle-ci, alors on throw une exception code 400 avec ce message. Nickel. Maintenant, on va pouvoir faire random timestamp égale mt rand, comme tout à l'heure. Mais là, cette fois-ci, donc, on va pouvoir appeler nos méthodes get timestamp. Get timestamp, et du coup, ici, end date get timestamp. Ok? Et là, on va pouvoir appeler datetime immutable. Ben là, j'ai juste à recopier ce que j'avais là-haut. Je prends ça. Tac. Tac. Ça n'a pas changé. Et boum. Donc là, on obtient exactement la même chose. On crée un objet datetime à partir de la date saisie sous ce format. Si c'est bon, ben on a notre objet datetime, sinon on a false dans cette variable. Pareil ici. Ici, du coup, si on a false dans l'une de ces deux dates, boum, on balance une exception code 400. On arrête tout, stop, tu me files les mauvaises données, on va pas avancer. Si c'est bon, en revanche, on rentre pas dans ce bloc de code, on continue, on fait notre mtrand, donc qui récupère un timestamp entre ces deux timestamps là, et on crée notre objet datetime immutable qu'on remet, donc on return ici dans le tableau et compagnie, tout va bien. Donc maintenant, si je lance pour une dernière fois mon analyse PHPStan, donc je rappelle avec le level 8, le plus strict, eh bien, boum, on a notre joli bandeau OK, no errors, parfait, perfecto, on est nickel. Donc là, on est content, tout va bien. Donc ici, je vais tout simplement supprimer ce code que j'ai laissé en commentaire, tout fonctionne. Maintenant, on tourne avec ce code-là. Donc là, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus dans cette vidéo? Je pense que je vais arrêter là. C'est déjà une bonne intro aux fixtures. On aura installé PHPStan qui, du coup, analyse notre code de façon statique sans le lancer, bien sûr. Il ne lance rien. Il analyse de façon statique. Et du coup, voilà, quoi, on a vu Faker, on a vu le Slugger Interface, nickel chrome. Donc on est à 52 minutes, c'est déjà pas mal du tout. Et donc je vais tourner une autre vidéo dans laquelle on va créer les différentes entités restantes, créer les relations, créer les fixtures liées, et passer un petit coup de PHPStan par-dessus tout ça, parce que on va très probablement se manger plein d'erreurs, alors que le code sera fonctionnel, je précise. Mais voilà. Donc la prochaine vidéo devrait être plus longue que celle-ci, donc c'est pour ça que je fais une coupure ici, c'est pas mal. Allez, tchuss, à la prochaine!